rien qu'avec ce travail-là sur un bon vieux Google Sheet, je crois que j'ai gagné à peu près 1500 balles par mois d'outils qui étaient soit sous-utilisés, soit qui étaient en doublon. On voit 371 applications logicielles au sein de chaque entreprise, à peu près 136 à partir d'une centaine d'employés. Et nous, de ce qu'on voit, pour plusieurs milliers d'employés, ça monte à plusieurs milliers d'applications utilisées. C'est assez hallucinant. Risquer des énormes failles de sécurité ou perdre de l'argent chaque mois, c'est ce qui vous arrive probablement parce que vous ne maîtrisez pas votre Shadow IT. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder cet épisode que j'ai eu le plaisir de tourner avec Tanguy Dution, qui est le fondateur de Sonar. On va vous expliquer à quoi ça correspond et comment vous pouvez mettre en place des mesures préventives. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est juste un extrait de l'épisode, c'est déjà plein de valeur, mais pour pas louper la suite, abonnez-vous. Hello Tanguy. Salut Maxence, comment ça va ? Ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Écoute, aujourd'hui on va parler de logiciels, de licences, on va parler de plein de choses. Le point qu'il faut retenir, je pense, avant de démarrer, c'est de se dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir gagner de l'argent en écoutant l'épisode et en ne serait-ce qu'en ayant en tête ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Donc déjà, peut-être avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour qu'on sache qui tu es ? Oui, bien sûr. Personnellement, je suis donc un jeune entrepreneur, jeune dans le sens où j'ai démarré il n'y a pas si longtemps mon expérience entrepreneuriale, pas si jeune que ça sinon de l'autre côté. Je suis un passionné de tech et de marketing au sens global. Et puis ce que j'adore par-dessus tout, c'est tout ce qui est partenariat. Et puis on le voit dans mon ADN côté professionnel. Professionnellement, je suis passé par des boîtes américaines surtout. Dell, où j'ai fait mes armes, puis Google quelques années, puis Asana quelques années, sur différents postes. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais en gros, consultant et partenariat. Et puis, j'ai créé Sonar plus récemment, qui est effectivement un logiciel de cartographie de logiciels au sein d'une entreprise. T'achètes des trucs, t'as plein de choses chez toi, tu vois, on n'est pas forcément tous très matérialistes, mais on a tous plein de choses chez nous, plein d'objets, énormément de choses. L'idée, c'est que tu as un listing automatique de tout ce que tu as chez toi, de ce que tu n'utilises pas, donc l'usage en détail de ce que tu utilises et ce que tu n'utilises pas. Et puis chez toi, tu as potentiellement des gens, soit des gens qui viennent, soit tes enfants, ta femme, ton homme, peu importe, qui utilisent aussi ces objets-là. Et donc, tu as ton listing en direct de est-ce que c'est utilisé ou pas. Et donc, derrière, est-ce que tu peux potentiellement soit arrêter de les payer si c'est un abonnement, soit les revendre, etc. Et en fait, concrètement, moi j'aime beaucoup la solution. Quand tu me l'avais présentée, j'avais beaucoup aimé parce que j'avais fait pas mal de formations en analyse financière et il y avait un gars qui, en 2 jours, il nous avait fait lister, mais à la main, tous les logiciels et toutes les licences qui étaient utilisées dans la boîte. Ouais. Et rien qu'avec ce travail-là sur un bon vieux Google Sheet, je crois que j'ai gagné à peu près 1500 balles par mois. D'outils qui étaient soit sous-utilisés, soit qui étaient en doublon, parce que tu as aussi ce côté un outil qui fait plusieurs choses et qui du coup est en redondance avec un nouvel outil, etc. Et en fait, je pense que c'est la notion de gras comme ça qui est intéressante et sur laquelle on va pouvoir un peu deep dive là-dessus. C'est de se dire, c'est des coûts cachés qui pourtant peuvent représenter des montants qui deviennent significatifs, surtout que voilà, il y a pas mal de boîtes qui ont eu des problèmes financiers ou en tout cas pour qui on compte plus l'argent maintenant. Donc tous ces coûts qui sont un peu cachés, qui s'additionnent, on en parle assez régulièrement ensemble, mais à coût de 10 balles par utilisateur par mois, sauf que quand tu as 200 utilisateurs, tout de suite c'est pas la même limonade. Est-ce que tu as des exemples ou en tout cas un symbole qui nous permettrait de dire ok, pourquoi c'est important en entreprise aujourd'hui de s'intéresser à la liste des choses qu'on a, pourquoi c'est important de comprendre cette carto? Ouais, tout à fait. Pour faire juste une aparté sur ce que tu disais rapidement, j'encourage tout le monde à faire l'exercice aussi en perso. Souvent, on a énormément d'abonnements, le Wi-Fi, peut-être le vélo qu'on loue, le téléphone, etc., etc. Rien qu'en perso, en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'on paye en abonnement, Netflix, Spotify, etc. Ça donne une bonne idée déjà de ce que c'est que la carto. Mais pour répondre à ta question, pourquoi c'est important ? Dans un premier temps, pour une entreprise, alors un chiffre qui peut être intéressant, on voit 371 applications logicielles au sein de chaque entreprise, à peu près 136 à partir d'une centaine d'employés. Et nous, de ce qu'on voit, pour plusieurs milliers d'employés, ça monte à plusieurs milliers d'applications utilisées. C'est assez hallucinant. Et quand on voit ça, c'est exactement ce que tu disais, à une dizaine d'euros par mois par licence utilisée, ça va très très vite en termes de budget.
Mais c'est pas la seule chose qui est importante, le budget. Évidemment que c'est important. La deuxième chose, c'est évidemment la partie sécurité. On est connecté du coup via technologie qui s'appelle le SSO, souvent directement sur un logiciel. Parfois, c'est juste mot de passe et identifiant. C'est du coup un mot de passe, un identifiant qui peut être partagé et autres. Et donc ça peut créer effectivement des brèches de sécurité pour l'IT. Quand je parle de Shadow IT, je parle aussi de toutes les applications gratuites qui sont utilisées par tout le monde. Quand on utilise une application gratuite, imaginons que moi j'utilise, je suis encore chez Google, j'utilise WeTransfer et puis je t'envoie 1 giga de données. Ils n'ont aucun moyen de traquer ce que j'ai mis dedans, aucun moyen de savoir à qui je l'ai envoyé. Et donc ça peut être des brèches de data monstrueuses. Donc il faut qu'on sache effectivement pour l'IT, pour le RSSI, si ça a été utilisé. Donc ça, c'est la deuxième chose, effectivement. Et puis la troisième chose, c'est savoir effectivement ce que tu as dans l'existence et ce qui te permet aussi de prévoir l'avenir, à la fois, encore une fois, en termes de budget, mais aussi, comme tu disais, en termes d'optimisation des usages. C'est-à-dire que si demain, j'ai des équipes, une équipe qui utilise Trello, une équipe qui utilise Asana, ça a potentiellement aucun sens parce que ça crée un silo en interne, donc ça bouffe la productivité. Et puis en plus de ça me permet pas de renégocier moi mes contrats pour avoir plus de monde et donc des coûts plus bas. Je dirais que voilà, c'est les 3 points majeurs. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as un gain financier qui est immédiat, plus ou moins, quand tu arrêtes, ne serait-ce que de payer en doublon, les choses qui sont en doublon, on le voit en perso quand tu as même des assurances qui couvrent les mêmes choses et ta carte de machin. Mais tu as aussi finalement, c'est du temps et de la charge mentale des équipes qui est prise à utiliser différents outils. Donc ça reste un coût parce que finalement les équipes, c'est du temps homme, donc c'est du salaire, c'est comme de la facturation en fait, c'est un coût caché. Et cette partie-là, pour le coup, j'aime bien l'exemple d'un service qui utilise Asana et un service qui utilise Trello. En fait, tu te rends compte aussi que la culture d'entreprise, alors c'est un grand mot à chaque fois, mais en termes de structure managériale et en termes de process et autres, tu peux pas capitaliser, comme tu dis, et avoir des passerelles entre les services, des échanges de bonnes pratiques. Alors on sait que voilà, la tendance est à casser les silos, mais on sait que c'est dur, on sait que on touche au change management qui pourrait être un sujet d'un épisode complet, mais tu crées pas de porosité entre les équipes, et cet échange de bonnes pratiques, il est faisable managérialement parlant quand tu as un socle commun de discussion, et le fait d'avoir des outils différents, ça t'enlève des points communs potentiellement. Donc oui, il te reste le fait de parler du dernier match de foot à la machine à café, ça sert un peu moins à l'entreprise, c'est sympa pour la cohésion d'équipe. Mais le fait de dire, tiens, moi j'ai tel usage de la solution et ça m'a fait gagner du temps, et le partager à d'autres équipes, tout de suite, là tu crées un gain au lieu de partir sur un coût, en fait. Donc ça, c'est... 100%. Et même à 2 autres niveaux qui sont, si ces 2 fameuses équipes, c'est l'équipe sales et l'équipe marketing. L'équipe marketing doit à un moment collaborer avec l'équipe sales, par exemple. Ils invitent l'équipe sales dans leur Asana, par exemple, alors qu'eux utilisent Trello. Donc, c'est le temps aussi de prendre en main l'outil qu'on va perdre. Tout le monde, en plus, ne prend pas en main les outils forcément de la même manière et aussi rapidement les uns que les autres. Et là, on perd des informations. On ne sait plus où sont les infos, d'ailleurs, souvent. Et ça crée effectivement de gros problèmes. Ouais. Ah, ça, c'est un risque aussi, la perte d'informations. Au-delà de ton exemple avec WeTransfer, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, là, c'est un risque clair pour l'entreprise avec un risque de fuite de données. Clairement, tu as un salarié qui veut faire partir des données X ou Y, tu sais pas où, tu sais pas comment, etc. C'est pas suivi, et même si tu as des flux de données qui sont suivis en mode tiens, lui il a uploadé 5 gigas, c'est pas logique vu son métier, etc. Bon, c'est un peu la porte ouverte. Et même si ça fait partie de son métier, oui, il utilise Notion en gratuit, super, il se connecte à identifiant mot de passe. Demain, je le vire. Il connaît son identifiant et son mot de passe par cœur, donc il peut se reconnecter dessus, même si j'ai coupé son email en soi. Oui, c'est... et du coup, réaccéder à toutes les données. Donc ça peut créer effectivement de gros problèmes, ouais. Ouais, et c'est vrai que ça, tu l'as aussi... j'ai remarqué, en tout cas, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais on pourrait se dire, tiens, en petite boîte, c'est pas nécessaire, c'est pas grave si on utilise plusieurs systèmes redondants, etc., parce que il n'y a pas de risque, il y a peu de données, etc. Mais en fait, ce que j'ai cru remarquer, quand t'as pas mal de boîtes qui ont fait des gros gaps en termes de nombre d'employés, etc., ces dernières années, c'est qu'en fait, les mauvaises habitudes, quand tu les as à 5 ou à 10, en fait, ça a tendance à être 10 fois pire quand tu fais même x5 en nombre d'employés. En fait, la complexité augmente et le nœud devient un peu plus difficile à défaire, en fait, parce que les mauvaises habitudes sont prises. Et là,
tu te retrouves bloqué avec c'est pas un schéma donné, c'est une cartographie de logiciel, comme tu dis, qui est pas insoluble, mais qui va demander un temps et une énergie de dingue pour tout remettre à plat. Alors que si la base, elle avait été saine, en fait, tu peux grandir plus sereinement. Complètement. Après, c'est dans les boîtes de moins de 70 employés. On a, pour info, avant de créer Sonar, on a fait un peu plus de 300 interviews, nous, de toute taille de boîte, tout secteur, des DSI, des responsables achats, des financiers, etc. Et dans les retours qu'on a eus, de ce qu'on voit, effectivement, moins de 70 employés, ça peut être intéressant pour gagner un petit peu d'argent d'avoir une bonne cartographie. Parce qu'effectivement, souvent, ça a été un peu le bordel quand on l'a mis en place. Et puis, ça a changé avec la transformation digitale pour les boîtes un peu plus anciennes. Et donc, maintenant, il y a des nouveaux usages, mais qui sont potentiellement doublons des logiciels on-premise qu'on a, etc., etc. Pour répondre à ta question, oui, évidemment, plus les bases sont saines, plus on grandit de mieux en mieux et parfaitement. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on se lance, en tout cas, dans une création de société, qu'on veut aller vite, c'est aussi potentiellement se mettre des barrières, tu vois, des bâtons dans les roues, que de se dire, ok, il faut que je fasse vraiment attention à ça. Alors oui, il faut faire attention au budget, bien évidemment, mais potentiellement, si j'ai besoin d'un outil absolument et que ça peut me déclencher un deal, il faut que je le prenne. Bah oui, c'est pas terrible en termes de données, mais c'est pas grave parce que plus on va grossir, plus on va structurer ça. Après, c'est vrai que quand tu as des boîtes qui ont levé beaucoup de fonds, qui ont grandi très très vite, qui ont recruté énormément, le jour où il y a un DSI qui vient de border autour des 100, 120 employés, il y a du boulot. En général, il y a beaucoup de taf. Donc, merci beaucoup d'avoir détaillé tout ça. On met tous les liens en description de l'épisode. Donc, si vous voulez retrouver Tanguy, vous filez, vous cliquez et vous le contactez sur LinkedIn. Merci beaucoup, Tanguy. Et merci à vous pour avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour les prochains. Merci Maxence. Salut.